Merci à vous de nous être fidèles sur la première chaîne éducative du Congo. Vous avez reconnu le générique, c'est la grande interview. Aujourd'hui, c'est un numéro spécial car nous recevons les membres de la diaspora congolaise. Ils ont été invités pour les assises des États généraux de l'éducation nationale. Je les reçois pour vous. Bonjour messieurs. Bonjour. C'est un plaisir de recevoir une délégation de la diaspora congolaise ici sur ce plateau de la grande interview. Avec vous, nous allons parler un peu des assises parce qu'il y a beaucoup à dire sur ces assises. Mais pour commencer, quel est le but de ces assises? Je commence avec vous. Écoutez, nous vous remercions de cette invitation. On peut dire de façon macroscopique que le but principal des assises des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche était de permettre à ce qu'on puisse faire un diagnostic national, un SWOT national, et de poser la thérapie. Le SWOT national de l'éducation nationale consistait à voir les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de notre système éducatif national. Une fois que ce SWOT est fait, donc le diagnostic posé, il est maintenant de notre devoir de passer à la thérapie, c'est-à-dire proposer les solutions nécessaires pour résoudre l'épineux problème de l'éducation nationale, notamment de l'adaptation entre l'offre et la demande de formation. Pour vous, messieurs, pour les élèves qui vous suivent, parce qu'ils ont suivi à la télé les assises des États généraux, diffusées à Télé Congo, à DRTV, à Vox, à UAD-TV, mais ces élèves n'ont réellement pas compris. Expliquez-nous si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que votre collègue a dit. Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, invité aux assises des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, a été un plaisir pour nous. Nous remercions vivement les autorités congolaises qui ont pensé à nous. Maintenant, aux élèves qui nous écoutent, qu'ils sachent que la loi scolaire qui régit notre système éducatif est une loi qui date de plusieurs années. Si je ne me trompe, elle date de 1996. Et donc, avec le monde qui se transforme, avec les innovations, il était important que nous nous asseyons tous, nous acteurs du système éducatif, et regarder quelles sont les innovations apportées. Depuis un certain temps, le gouvernement congolais s'implique sur la question de la transformation de l'éducation congolaise. Peut-on dire que l'éducation congolaise est malade? Dire que l'éducation congolaise est malade, c'est peut-être trop fort. Moi, je le dirais autrement. Regardez, les États généraux auxquels on a assisté avaient pour thème « Engageons-nous fermement pour la... » Bien sûr, vous venez de le dire, pour cette transformation de l'éducation nationale, pour un meilleur avenir de ce système éducatif. Et quand on parle de transformer, c'est aussi regarder et insérer des projets innovants. Parce que, vous le savez très bien, aujourd'hui, nous, on a grandi dans un ancien monde qui n'était pas un monde numérique. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde numérique. D'ailleurs, même nos enfants, aujourd'hui, les bébés, à l'âge de 2-3 ans, vous prennent un portable, ils y touchent et ils vous font des choses extraordinaires. Vous voyez, donc cette transformation, ces innovations nous emmènent à imaginer autrement notre système éducatif, d'y mettre les moyens et, voilà, et réussir nos projets y Paris. Monsieur, quelle est votre opinion face à cette question? Alors moi je dirais qu'effectivement, mon collègue a raison. Nous avons vécu dans ce pays une période où le taux d'alphabétisation dépassait les 100%. C'est-à-dire que toute la population congolaise, toute la jeunesse congolaise était scolarisée. Mais ça, il y a cela 20 ans, 30 ans en arrière. Donc, depuis lors, nous sommes passés à une autre ère. Hier, c'était la révolution industrielle. Aujourd'hui, nous sommes dans la révolution numérique. Aujourd'hui, nous vivons dans l'ère
de l'Internet, il est tout à fait normal que l'on puisse apporter des perfectionnements à notre système éducatif. Donc, il est normal qu'à un moment donné, lorsque les choses commencent à perdre de leur viabilité, il est tout à fait normal que l'on puisse s'asseoir pour voir quels sont les perfectionnements qu'il faut apporter pour viabiliser, pour actualiser, pour perfectionner, pour innover notre système éducatif. Donc, en tant que système d'enseignement, puisqu'il concerne la jeunesse, c'est quand même l'avenir de tout un pays. Et l'avenir de ce pays-là, notamment de la jeunesse, se fait à travers le plus grand département du monde, hein, qui est l'éducation nationale. Normalement, dans un gouvernement, je dis normalement, hein, dans un gouvernement, le département, le ministère le plus important, c'est le ministère de l'Éducation nationale, puisque c'est lui qui prépare et le présent et l'avenir. Mais vous avez été invité, vous avez quitté la France pour nous rejoindre ici au Congo. Mais quel a été l'apport de la diaspora congolaise face à ces assises des États généraux? Beaucoup de choses ont été apportées. Nous avons une contribution extrêmement importante. Nous allons en citer quelques-unes. Hein. Moi, je vais en citer deux comme ça. La première, c'est que nous avons fait beaucoup de propositions, dont la plus importante est celle d'introduire au Congo ce qu'on appelle l'enseignement professionnel en alternance. C'est-à-dire que les étudiants ne doivent pas être coupés du monde de l'entreprise. Ils ont un pied sur le banc de l'école et un pied dans l'entreprise. Une semaine, ils vont à l'école, ça peut être le lycée, comme ça peut être l'université, et une semaine, ils sont dans l'entreprise, de telle sorte que les apports théoriques, les enseignements théoriques sont appliqués avec la réalité. Mais pour que cela soit possible, il faudrait avoir des entreprises dans le pays. Mais vous n'allez pas nous dire qu'au Congo, il n'y a pas d'entreprises, quand même, soyons sérieux. Au Congo, il y a des entreprises, il en faut beaucoup plus, c'est vrai, mais au Congo, il y a des entreprises. Donc, il faut mettre en place un cadre juridique qui permettra à ce que toutes ces entreprises-là puissent accepter de pouvoir inscrire, de pouvoir recevoir les élèves depuis la classe de 3e, seconde, première et terminale, et ensuite les étudiants. Ça, c'est le premier apport. Donc, introduire au Congo l'enseignement professionnel en alternance. Deuxième apport, et nous l'avons vu d'ailleurs, hein, qui a été accepté, qui déjà a trouvé un statut, c'est donner à l'étudiant ou à l'élève apprenant le statut d'entrepreneur. C'est-à-dire introduire au sein de l'enseignement du système éducatif congolais la culture de l'entrepreneuriat. Hier, nous avons été colonisés par les Français, vous le savez très bien, et au sortir de l'indépendance, la formation que l'on recevait, c'était pour faire des Congolais des futurs fonctionnaires. Mais c'est fini ça, la fonction publique est un secteur, mais l'économie nationale n'est pas composée que d'un seul secteur, il y a aussi le secteur privé. Donc il faut introduire, inclure, donner aux Congolais, aux élèves congolais, aux étudiants congolais, la culture de l'entrepreneur, savoir qu'une fois que j'ai fini mes études, je ne dois pas seulement aller travailler à la fonction publique, je peux aussi aller travailler dans le privé, créer ma propre entreprise, développer mes propres affaires. Donc, pour que l'économie nationale puisse se développer sur la base de ces deux secteurs, et le secteur public et le secteur privé. Oui, je me tourne vers vous. Par rapport aux recommandations que les membres de la diaspora ont proposées lors de ces assises, y a-t-il quelque chose que vous pouvez rajouter? Bien sûr, monsieur le journaliste, et j'ai toujours réitéré cette demande. Vous savez, dans notre pays, il y a eu la création des lycées d'excellence. Aujourd'hui, on en a deux. C'est le lycée d'excellence de Mouda et le second, c'est celui d'Oyou. Depuis leur création, ces lycées d'excellence, normalement, sont voués post-bac à avoir ce qu'on appelle des écoles préparatoires. Jusqu'à ce jour, il n'y en a pas et on n'a pas vu ces lycéens d'excellence post-bac aller dans une classe prépa. Et donc nous, parmi nos apports, nos délégations éducatives de la diaspora, nous souhaiterions en discuter avec les ministères de tutelle pour apporter la création de ces classes prépa. Ça, c'est pour les lycées d'excellence. Ensuite, à côté, on a aussi le lycée de Massingo. Le lycée de Massingo qui a pour objet le lycée scientifique. C'est former cette future élite du Congo qui sera scientifique. Et là aussi, nous sommes prêts à accompagner des projets dans ce sens
et on discute avec les ministères de tutelle. Oui, mais par rapport à tout ça, est-ce que ces lycées-là ont le matériel qu'il faut? Partout, effectivement, dans nos établissements, on a un problème d'infra. Et donc là aussi, nous devrions faire face et répondre aux besoins pour accompagner ces établissements. Pour parler des infrastructures, le ministre en charge de l'enseignement général se bat pour la construction et la réhabilitation des établissements scolaires. Et donc, les membres de la diaspora qui ont été invités pour les assises, bien sûr, vous avez donné des propositions. Mais est-ce qu'il y a un comité de suivi après ces assises-là pour concrétiser tout ce que vous avez proposé? Bien sûr, vous savez, à l'issue d'un séminaire, d'un congrès, il est toujours mis sur pied un comité de suivi pour l'exécution de ce que l'on décide, pour que ça ne reste pas une page blanche et que ça n'accouche pas d'une souris. Oui, effectivement, il y a eu une demande de création d'un comité de suivi, peu importe le nom, ça peut prendre un autre nom, mais il y a eu cette demande dans les préconisations qu'il y aura création d'un comité de suivi sous la tutelle du Premier ministre. Et nous y croyons, nous avions foi que ça se fera et que nous, diaspora aussi, nous serons dans ces instances. Il faut savoir que sur le plan des infrastructures, vous en parlez, ce qui est extrêmement visible à l'œil nu de toute la planète, de tous les Congolais, c'est le problème des infrastructures. Bien sûr. On voit des classes qui sont pléthoriques, tout et tout, c'est vrai. Donc le problème des infrastructures se pose avec acuité. Par conséquent, tout ceci a été vu, évalué, et financièrement, j'apporte à vos auditeurs l'information que l'évaluation totale de l'ensemble des besoins, que ce soit en personnel, en matériel, en infrastructure, a été évaluée à 6 300 milliards, je pense. 6 300 milliards de francs CFA qui seront étalés sur un horizon de 10 ans, c'est ça, de 10 ans pour permettre à ce que l'école congolaise puisse être au top. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, on a quand même quelques retards. Pour que nous puissions être au top, il faut beaucoup d'investissements. Et donc ces investissements nécessitent, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, il faut qu'il y ait un contrôle, il faut qu'il y ait un suivi. Parce que s'il n'y a pas de contrôle, s'il n'y a pas de suivi, eh bien, tout ce que l'on fait est lettre morte. Chers téléspectateurs, chers internautes, avant de continuer notre émission, la grande interview, je vous propose de suivre l'extrait des assises des États généraux de l'éducation. Regardez. Ils étaient au chevet de l'éducation. Mais pour quelle moisson? Personnalités politiques, société civile, diaspora congolaise ont au terme de cette grand-messe adopté plusieurs recommandations, parmi lesquelles la révalorisation du secteur de l'éducation nationale, la révision des textes réglementaires, l'introduction des modules de formation en entrepreneuriat. Une autre innovation renvoie à l'adoption d'un statut particulier de l'étudiant entrepreneur. Rationalisation du cycle d'éducation de base d'une durée de 10 ans pour offrir une éducation intégrale de base équitable, inclusive et de qualité pour tous les enfants, filles et garçons, dans un environnement scolaire exempt de violence et d'insécurité. L'amélioration de la qualité et de la pertinence des apprentissages, la valorisation de la fonction enseignante, le recrutement massif de nouveaux enseignants en remplacement progressif des enseignants volontaires, l'élaboration d'un nouveau cadre d'orientation curriculaire, la révision des programmes scolaires, l'utilisation des langues nationales comme médium d'enseignement dans l'éducation de base et la généralisation des TIC dans les secteurs de l'éducation, de la formation et de la recherche. Le Premier ministre, lui, s'est appesanti sur l'intérêt des assises. Il appelle à l'application des conclusions issues des États généraux. De développement scolaire et universitaire, ayant enregistré parfois un faible taux d'exécution. J'en appelle pour une meilleure réalisation des préconisations issues de ces assises des États généraux à une forte mobilisation
et un ferme engagement de tous les acteurs du système d'éducation, de formation et de recherche. Bref, de toute la communauté éducative. Pour sa part, oui, pour sa part, le gouvernement de la République, sous la clairvoyante direction de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, réaffirme solennellement et pleinement sa volonté indéfectible de ne ménager aucun effort pour la mise en œuvre des conclusions issues de ces assises. Je prends solennellement le ferme engagement, avec les appuis multiformes de toute la communauté éducative, de faire des conclusions de ce jour un véritable pacte social pour la transformation de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche en vue du progrès, d'un meilleur avenir de la jeunesse et du développement durable de notre pays. Au nom de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, que je déclare clos les travaux des Assises nationales des États généraux de l'éducation nationale. Un point de vue largement partagé au cours des assises. En effet, le système éducatif congolais croule sous le poids de nombreuses difficultés, un état des lieux qui impose des mesures courageuses. Chers internautes et chers téléspectateurs, j'espère que vous avez suivi avec attention l'élément du journal de la première chaîne éducative du Congo. Je rappelle que je suis avec les membres de la diaspora congolaise qui ont été invités justement pour assister et donner leur contribution pour ces assises des États généraux. Je continue avec eux pour vous. Les invitations ont été faites. Il y a le personnel enseignant de tous les départements, que ce soit les TDEPSA et tout, sont arrivés ici pour participer à ces assises. Et donc, la question que je me pose, est-ce que la diaspora congolaise a eu à faire des recommandations sur le côté personnel enseignant, qui est un problème, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes des enseignants, donc le diagnostic qui a été fait, qui est connu ici au Congo, nous a poussé effectivement à faire des propositions dans ce sens-là. Il y a de très bons enseignants au Congo, hein, des très bons enseignants. Et quelle a été cette proposition? C'est vrai aussi qu'il y a des enseignants qui n'ont pas une formation adéquate, donc il faut parfaire. Des dispositions ont été prises dans ce sens-là. En ce qui concerne le corps enseignant de France, d'Europe en général, de la diaspora, nous avons fait une proposition pour qu'on puisse étudier ou mettre en place un statut particulier de l'enseignant de la diaspora, un statut particulier de l'expert, du professeur, enfin de l'enseignant en général, pour que nous puissions avoir la possibilité de venir mettre notre expertise à la disposition du peuple congolais. Moi, par exemple, qui vous parle, dans ma vie, je dirais que jusqu'à maintenant, au moment où nous parlons, j'ai un regret. Mon seul regret, c'est qu'avec toutes mes compétences, je suis docteur en économie, professeur des universités en économie, en droit, en gestion, en management, mais j'enseigne des blancs. Et depuis aujourd'hui plus de 30 ans. Et mon souhait a toujours été, avant de mourir, il faut que je vienne au Congo, que je puisse enseigner aussi le peuple congolais. Parce que j'ai reçu une éducation, une formation qui a été financée par le gouvernement congolais, par l'État congolais. Il n'est pas normal que je mette toutes mes compétences au service des étrangers seulement, des Blancs, des Français notamment. Moi, j'ai enseigné en Roumanie et en France. Donc, nous avons émis ce vœu qu'un statut particulier des enseignants de la diaspora soit adopté de telle sorte qu'ils puissent permettre l'arrivée massive des enseignants de la diaspora pour mettre leurs compétences, leur expertise au service de l'éducation nationale. Je me tourne vers vous. Les enseignants bénévoles au Congo sont souvent dans plusieurs difficultés. Est-ce que la diaspora a eu à quand même investir sur ce problème lors des assises? Investir, je dirais, c'est pas le mot, je dirais plutôt quel apport, quel regard et quelle contribution. La diaspora que je représente aujourd'hui sur le plateau et mon investissement au sein du MEPEPSA m'a donné, dans le cadre du programme Apprendre de l'AUF, cette récompense que je suis devenu ambassadeur de ce programme pour le MEPEPSA. Et à travers ce programme,
qui s'est déroulée entre 2020 et 2022. Il y a eu 12 ateliers. Et sur les 12 ateliers, il y a eu l'un des ateliers qui a proposé un plan de formation de ces enseignants communautaires. Aujourd'hui, on a l'ENFIS qui est là. L'ENFIS a été inauguré. Mais officiellement et activement, l'ENFIS n'a pas vraiment commencé ses activités pour la formation de ses bénévoles et enseignants communautaires. Donc, le plan de formation dont je parle se trouve sur le bureau de Madame la Messrite, Madame Emmanuelle. Elle le sait. Et donc, nous attendons que les choses s'accélèrent, que ce projet soit mis au bénéfice de l'ENFIS pour effectivement que ces enseignants bénévoles communautaires puissent avoir cette formation utile à leur engagement dans l'enseignement. Comme l'a dit votre collègue, le renforcement des capacités est une bonne chose pour ajouter un plus pour ces enseignants, vous qui travaillez de l'autre côté du monde, si ça c'est de le dire, et nous souhaitons pour ceux qui nous suivent, pour le ministre qui va nous suivre notamment, qu'il puisse prendre toutes ces doléances à cœur pour que les formations des bénévoles puissent se multiplier. C'est sur ces mots que je pourrais peut-être vous donner un dernier mot avant de clôturer cette émission. Je commence par vous. Ce sont les remerciements que nous allons présenter donc d'abord au chef de l'État, à son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, d'avoir eu cette idée, parce que depuis 1960, année à laquelle nous avons obtenu notre indépendance, jusqu'à aujourd'hui, une grande messe de cette dimension n'a jamais eu lieu. Des assises n'a jamais eu lieu. Des points ont été faits, mais organiser des assises nationales, des états généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, c'est pour la première fois. Ça a réuni quand même, je rappelle, 517 enseignants, avec toutes les couches vives de la nation. Depuis la couche politique, il y a eu le Premier ministre, plus de 11 ministres présents. Là, c'est le gouvernement, la partie politique. Vous avez la société civile, la société religieuse, les parents d'élèves, le corps enseignant, le corps administratif. Tout le monde était là. C'était une grande messe. Donc, on remercie le président de la République d'avoir eu cette initiative. On remercie aussi le Premier ministre d'avoir dit, lors de son discours de politique générale, quand il était mis en place, il avait dit, et il a réalisé, que actuellement, nous devrions faire en sorte que la diaspora puisse contribuer au développement socio-économique du pays, selon son domaine d'activité. La diaspora, elle est diverse. Il y a la diaspora politique qui existe, mais il y a la diaspora des hommes d'affaires, il y a la diaspora, comment vous appelez ça, des opérateurs économiques, il y a la diaspora des médecins, il y a la diaspora des enseignants. Donc là, nous remercions le Premier ministre de nous avoir donné cette opportunité, et nous remercions aussi le haut-commissaire, le haut-commissaire chargé de l'organisation des États généraux, M. Elo Matson Mampouya, de nous avoir donné cette opportunité qui permettra à ce que nous puissions mettre non seulement une plateforme, mais créer tout un conseil des professeurs, des enseignants de la diaspora, qui sera bien organisé, bien structuré, pour que chaque année, nous puissions venir contribuer, mettre notre expertise à la disposition donc, du peuple congolais, notamment des élèves, que ce soit dans l'enseignement général, que ce soit dans l'enseignement technique et dans l'enseignement professionnel. Donc nous remercions toutes ces autorités-là pour nous avoir donné cette possibilité. Un dernier mot pour vous? Bien sûr, je dirais, monsieur le journaliste, que nous sommes à un tournant décisif de notre système éducatif dans son ensemble. Nous pouvons créer cet avenir éducatif pour le bien de notre pays si nous y associons toutes les compétences, celles de la diaspora et celles des acteurs locaux. Donc vivement et pleinement la réussite de tout ce que nous nous sommes dit, recommandé aux États généraux de l'éducation nationale et de la recherche scientifique. Merci au Premier ministre et au ministre, au commissaire qui nous a invités, qui a eu une pensée pour nous. Avant de finir, une dernière question, une question tardive, si ça c'est de le dire. Le haut commissaire de la justice qui lutte contre les maux de délinquance,
professeur Adolphe Mboumaba, a effectué un séjour en France pour essayer un peu d'échanger avec les Français en ce qui concerne le problème de délinquance en milieu juvénile. Et donc, est-ce que lors de ces assises, vous avez quand même eu à parler de ça? Parce que c'est un grand problème qui aujourd'hui touche l'école congolaise. Pour vous? Je te donne la main. Oui, dans les recommandations, on a parlé des civismes. On a beaucoup parlé des civismes. Et donc, une fois que les préconisations seront traduites dans ce document qui est attendu, donc la loi de programmation scolaire, donc dans les établissements, le civisme sera une matière à étudier depuis le primaire. Et ensuite au collège. Parce que je me rappelle, à l'époque, on faisait ça, non? C'était l'éducation civique. C'était l'éducation civique. Donc, effectivement, il y a une préconisation de recommandation de l'éducation civique prochainement à partir du primaire. Et en passant, la diaspora a aussi proposé, comme on le fait ailleurs, c'est vrai qu'insérer une discipline, ce n'est pas toujours évident, mais on a eu ce regard. Donc, dans ce cadre-là, pour éviter ce que nous vivions, ces incivilités, on a proposé que dans l'épreuve d'histoire-géographie, qu'il y ait à côté, donc au brevet, ce qu'on appelle une épreuve d'éducation civique et morale, en sigle EMC. Donc, on verra si la préconisation sera traduite. Quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, merci. C'est-à-dire que ce qu'il vient de dire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça sera appliqué non seulement au niveau de l'école primaire, secondaire aussi, mais ça va continuer jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Chers téléspectateurs, vous avez compris, nous sommes à la fin de notre émission. La grande interview derrière les caméras, Clèche Ngoulou, Red Atipo, Jimmy Carter, Célia Mboukou à la coordination et Brèche Malanda, le tout sous la supervision de Fred Bokoko. Je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur la première chaîne éducative du Congo. Au revoir.